La résistance de l'art nouveau contre l'apparence immanente, son insistance sur l'unité réelle du non réel, prend un aspect tel que l'art ne tolère plus aucun élément universel, comme l'immédiateté en soi non réfléchie. Mais le fait que l'unité ne trouve pas complètement sa source dans les impulsions particulières des œuvres n'est pas seulement dû à l'intérêt de celles-ci. L'apparence est également conditionnée par ces impulsions elles-mêmes, tandis qu'elles aspirent avec indigence et nostalgie à l'unité qu'elles pourraient réaliser et réconcilier. Elles veulent constamment s'en éloigner. Le préjugé de la tradition idéaliste en faveur de l'unité et de la synthèse a négligé ce phénomène. L'unité est surtout motivée par le fait que les moments particuliers lui échappent à cause de leur tendance directionnelle. La variété éparse ne se présente pas de manière neutre à la synthèse esthétique, comme le matériau chaotique de la théorie de la connaissance qui, dépourvu de qualité, ni n'anticipe sa formation, ni se passe à travers ses mailles. Si l'unité des œuvres d'art représente aussi inévitablement la violence faite à la pluralité, le retour d'expression comme celle de domination d'un matériau dans la critique esthétique est symptomatique. La pluralité doit alors également craindre l'unité à l'instar des images éphémères et séduisantes de la nature dans les mythes antiques. L'unité du logos est imbriquée en tant qu'unité mutilante dans le contexte de sa culpabilité. Chez Homère, l'histoire de Pénélope, qui défait la nuit ce qu'elle avait tissé le jour, est une allégorie inconsciente de l'art. Ce que cette rusée Pénélope réalise par son artefact, elle le réalise véritablement en elle-même. Depuis l'épopée d'Homère, l'épisode n'est pas ce qu'on en fait aisément à tort, une anecdote surajoutée ou sans importance, mais une catégorie constitutive de l'art. Celui-ci admet en soi, par celle-là, l'impossibilité de l'identité de l'un et de la pluralité comme moment de son unité. Autant que la raison, les œuvres d'art possèdent leur ruse. Si l'on abandonnait à lui-même le caractère diffus des œuvres d'art, les impulsions particulières de leur immédiateté, elles s'évanouiraient en fumée sans laisser de traces. Dans les œuvres d'art s'imprime ce qui disparaîtrait si elles n'existaient pas. Par l'unité, les impulsions sont réduites à l'hétéronomie. Elles ne sont plus spontanées qu'à un sens métaphorique. On est ainsi contraint d'exercer la critique des œuvres d'art, même de très grandes. La représentation de la grandeur accompagne habituellement le moment d'unité en tant que tel, au dépend parfois de sa relation avec le non identique. C'est pourquoi le concept de grandeur dans l'art est lui-même problématique. L'effet autoritaire des grandes œuvres d'art et surtout des œuvres architecturales les légitime et les accuse. La forme intégrale s'unit étroitement avec la domination bien qu'elle la sublimise. L'instinct qui s'y oppose est spécifiquement français. La grandeur est la faute des œuvres, mais sans cette faute, elles manquent leur effet. Il est probable que le primat des fragments importants ou du caractère fragmentaire d'autres œuvres terminées sur des œuvres plus achevées provient de là. De nombreux types de formes, pas précisément les plus respectées, ont de tout temps enregistré quelque chose de semblable. Le quolibet et le pot pourri en musique, c'est-à-dire en littérature le relâchement épique, apparemment confortable de l'idéal d'une unité dynamique, témoigne de ce besoin. Dans tous ces cas, le renoncement à l'unité comme principe formel reste lui-même une unité sui generis, quelle que puisse être la médiocrité du niveau. Mais cette unité n'est pas obligatoire et une parcelle de ce caractère facultatif est certainement obligatoire pour les œuvres d'art. Dès que l'unité se stabilise, elle est déjà perdue. L'intensité. L'imbrication de l'un et de la pluralité dans les œuvres d'art se comprend lorsqu'on s'interroge sur leur intensité. L'intensité est la mimésis réalisée par l'unité, cédée par la pluralité à la totalité, bien que celle-ci ne soit pas immédiatement présente, au point qu'on puisse l'apercevoir comme grandeur intensive. La force qu'elle endigue est en quelque sorte restituée par elle au détail. Le fait que dans nombre de ces moments, l'œuvre d'art s'intensifie, se noue, se décharge, agit dans une large mesure comme sa fin. Les grandes unités de composition et de construction ne semblent exister qu'à cause d'une telle intensité. Par suite, et contre le point de vue de l'esthétique habituelle, la totalité ne serait en vérité là que pour les parties. Elle n'existerait qu'à cause de son kéros, de l'instant, non inversement, ce qui s'oppose à la mimésis, finit par la servir. Celui qui réagit sans formation artistique, qui aime les extraits d'une musique sans prendre la forme en considération, peut-être même sans la remarquer, perçoit quelque chose que la culture esthétique rejette avec raison et qui néanmoins lui reste essentiel. Celui qui ne possède aucun sens pour les beaux passages, même en peinture, tel le Bergotte de Proust, qui, quelques secondes avant sa mort, est fasciné par un petit pan de mur jaune sur une toile de Vermeer, est aussi étranger à l'œuvre d'art que celui qui est inapte à l'expérience de l'unité. Ces détails ne reçoivent cependant leur clarté qu'en vertu de la totalité.
De nombreuses mesures de Beethoven ont la même résonance que la phrase extraite des affinités électives. Telle une étoile, l'espoir descendit du ciel. Ainsi, l'adagio de la sonate en ré mineur, opus 31 numéro 2, il suffit de jouer le passage dans le contexte du mouvement pour entendre alors ce que son caractère incommensurable, l'élément rayonnant qui domine la texture, doit à celle-ci. Ce passage devient monstrueux lorsque son expression domine ce qui précède par la concentration d'une mélodie chantée et en soi humanisée. Il s'individualise en relation à la totalité et à son produit aussi bien que sa suspension. Même la totalité contexture sans faille des œuvres d'art n'est pas une catégorie de clôture. Elle se relativise irréductiblement face à la perception atomiste et régressive, parce que sa force ne se conserve que dans le détail dans lequel elle s'irradie. Pourquoi l'on dit avec raison plus d'une œuvre qu'elle est belle? Le concept d'œuvre d'art implique celui de la réussite. Les œuvres d'art non réussies ne sont pas des œuvres d'art. Ce sont des valeurs d'approximation étrangères à l'art. La moyenne est déjà médiocrité. Elle est incompatible avec le médium de la particularisation. Les œuvres moyennes, l'humus sain des petits maîtres, appréciés par les historiens de l'esprit du même bord, supposent un idéal semblable à celui de Lukács. Ne craignez pas de le défendre sous le nom d'œuvre normale, mais en tant que négation de la mauvaise universalité de la norme. L'art ne tolère pas notre normal, et par conséquent n'accepte pas non plus les œuvres moyennes, soit qu'elles correspondent à la norme, soit qu'elles trouvent leur signification d'après la distance qui les en sépare. On ne peut établir une hiérarchie des œuvres d'art. Leur identité à soi-même se moque de la dimension d'un plus ou d'un moins. La cohérence est un moment essentiel de la réussite, mais elle n'est pas le seul. Le fait que l'œuvre atteigne quelque chose, la richesse du détail dans l'unité, le gestus de la concession même dans les œuvres les plus fragiles, sont des modèles d'exigence présents pour l'art sans qu'on puisse les rapporter à la cohérence comme à une coordonnée. Leur plénitude ne peut sans doute être acquise dans le médium d'une universalité théorique. Toutefois, par le concept de cohérence, elles tendent à rendre également suspect celui de réussite que défigure d'ailleurs l'association avec l'élève modèle et zélé. On ne peut cependant s'en passer si l'art ne doit pas devenir la proie du relativisme vulgaire. Ce concept de réussite survit dans la critique de soi inhérente à toute œuvre et en fait une œuvre d'art. Le fait qu'elle ne soit pas son un et son tout est également immanent à la cohérence. Son concept emphatique est ainsi séparé de son concept académique. Ce qui est uniquement et parfaitement cohérent ne constitue pas une cohérence. Ce qui n'est rien d'autre que cohérent, privé de tout élément à former, cesse d'être quelque chose en soi et dégénère en pour autre chose, c'est-à-dire en polissure académique. Les œuvres académiques ne valent rien, car les moments que devrait synthétiser leur logicité n'engendrent aucune impulsion antagoniste et n'existent en fait absolument pas. Le travail de leur unité est superflu, tautologique, et dans la mesure où elles se présentent comme unité de quelque chose, il est inexact. Les œuvres de ce type sont sèches. Généralement, la sécheresse est l'état d'une mimésis défunte, un mimétisme par excellence, comme Schubert serait, selon la caractérologie, sanguin, humide. Le diffus mimétique peut être art, car celui-ci sympathise avec le diffus, mais pas l'unité qui, en l'honneur de l'art, l'étouffe au lieu de l'intégrer en soi. Mais expressément réussi, l'œuvre d'art dont la forme émane de son contenu de vérité, il ne lui est pas utile de se débarrasser des traces de son être devenu, de son aspect artificiel. L'œuvre fantasmagorique est son contraire en tant qu'elle se présente par son apparition comme réussie, au lieu de résoudre ce pourquoi peut-être elle réussirait. Cela constitue la morale des œuvres d'art. Pour lui obéir, elle se rapproche de ce naturel qu'on n'a pas tout à fait tort d'exiger de l'art. Elles s'en éloignent dès qu'elles entreprennent d'organiser l'image du naturel. L'idée de réussite ne tolère pas l'organisation, elle postule objectivement la vérité esthétique. Aucune n'existe en fait dans la logicité de l'œuvre. Mais pour l'apercevoir, elle a besoin de la conscience du procès global qui se précise dans le problème de toute œuvre. La qualité objective est elle-même médiatisée par ce process. Les œuvres d'art ont des défauts et peuvent en périr, mais il n'existe aucune faute isolée qui ne soit capable de se légitimer en quelque chose d'exact, qui en tant que véritable conscience du process liquiderait le jugement. Aucun maître d'école ne devrait, par expérience de la composition musicale, pouvoir élever des objections contre le premier mouvement du quatuor en fa dièse mineur de Schoenberg. La suite immédiate du premier thème principal, l'alto, anticipe fidèle au ton le motif du second thème et compromet par là même l'économie qui exige du dualisme thématique
soutenu un net contraste. Si on pense cependant l'ensemble du mouvement en tant que moment, la ressemblance est alors anticipation, annonçant la suite et prend un sens. Ou bien, sur le plan de la logique instrumentale, il faudrait opposer au dernier mouvement de la 9e symphonie de Mahler que par 2 fois lors de la réapparition de la strophe principale, sa mélodie survient dans la même teinte caractéristique, le solo de corps, au lieu d'être soumise au principe de la variation des timbres. Cependant, la première fois, cette tonalité est si pénétrante et exemplaire que la musique ne parvient à s'en débarrasser et s'y abandonne. Le timbre devient juste. La réponse à la question esthétique concrète, pourquoi une œuvre peut-elle avec raison être qualifiée de belle, consiste dans l'exécution casuistique d'une telle logique qui se réfléchit elle-même. Le caractère empiriquement non définitif de ces réflexions ne change rien à l'objectivité de ce qui s'offre à elle. L'objection du bon sens commun, selon laquelle la rigueur monadologique de la critique immanente et la prétention catégorique du jugement esthétique sont incompatibles, parce que toute norme dépasse l'immanence de la structure, tandis que celle-ci, sans norme, reste contingente, perpétue cette séparation abstraite de l'universel et du particulier, qui, dans les œuvres d'art, s'érige en protestation. Ce par quoi l'on prend conscience de la justesse ou de la fausseté d'une œuvre, d'après ses propres critères, ce sont les moments dans lesquels l'universalité s'impose concrètement dans la monade. Ce qui en soi étroitement joint, ainsi que les éléments incompatibles entre eux, recèlent un universel qu'il est impossible d'arracher à la structure spécifique et hypostasiée. Profondeur. L'élément idéologique et affirmatif contenu dans la notion d'œuvre d'art réussit et tempéré par le fait qu'il n'existe aucune œuvre parfaite. Si les œuvres parfaites existaient, la réconciliation serait effectivement possible au sein de l'irréconcilié, au stade duquel appartient l'art. L'art supprimerait en elle son propre concept. Le fait de se tourner vers le brisé et le fragmentaire est en vérité une tentative de salut de l'art par le démontage de leur prétention à être ce qu'elles ne peuvent être et ce qu'elles veulent pourtant devenir. Le fragment renferme ces deux aspects. La qualité d'une œuvre d'art est définie essentiellement par le fait qu'elle s'expose à l'incompatibilité ou qu'elle s'y dérobe. Même dans les moments appelés formels, réapparaît en vertu de leur rapport avec l'incompatibilité le contenu que leur loi avait brisé. Cette dialectique de la forme constitue leur profondeur. Sans elle, la forme serait en réalité ce qu'elle vaut pour le béotien, c'est-à-dire un jeu gratuit. La profondeur ne peut également être mise sur le même plan que l'abîme d'intériorité subjective qui s'ouvrirait dans les œuvres d'art. Elle est bien plus une catégorie objective des œuvres. Les fadaises au sujet du caractère superficiel dans la profondeur sont aussi secondaires que les louanges à son sujet. Dans les œuvres superficielles, la synthèse n'intervient pas dans les moments hétérogènes auxquels elle se réfère. Les deux choses se déroulent parallèlement sans lien. Sont profondes les œuvres d'art qui ne masquent les divergences ou les contradictions, ni ne les laissent inconciliées. En les forçant à apparaître, apparition issue de l'inconcilié, les œuvres incarnent la possibilité d'une conciliation. La formation des antagonismes ne les supprime ni ne les réconcilie. En apparaissant et en déterminant tout travail à leur sujet, ils deviennent essentiels, et du fait qu'ils se thématisent dans l'image esthétique, leur substantialité apparaît d'une manière d'autant plus plastique. De nombreuses périodes historiques garantissaient certainement de plus grandes possibilités de réconciliation que l'époque actuelle, qui les refuse radicalement. Cependant, en tant qu'intégration non violente, des éléments divergent. L'œuvre d'art transcende simultanément les antagonismes de l'existence, sans donner l'illusion qu'il n'existe plus. La contradiction la plus profonde des œuvres d'art, la plus inquiétante et la plus fructueuse, est qu'elles sont inconciliables par la réconciliation, tandis que leur caractère inconciliable, constitutif, leur ôte cependant la réconciliation. Mais par la connaissance, elles se rencontrent dans leur fonction synthétique, dans la liaison du disjoint. Le concept d'articulation. Le degré d'articulation ne peut être séparé du rang ou de la qualité d'une œuvre d'art. En général, les œuvres d'art devraient gagner sans valeur en proportion de leur articulation, et lorsqu'il ne reste aucune zone morte, aucun élément informé, aucun espace non parcouru par la structuration. Plus l'œuvre serait envahie par elle, plus elle serait réussie. L'articulation est le salut de la pluralité dans l'un. En tant que méthode de praxis artistique, l'exigence d'articulation signifie que toute idée de forme spécifique doit être poussée à l'extrême. Même l'idée de clarté relative au contenu, le contraire du vague, a besoin pour se réaliser dans l'œuvre d'art de la plus extrême clarté de sa formation, comme par exemple chez Debussy. Il ne faut pas la confondre avec une gestuelle exaltée et insolente, bien que l'irritabilité à son égard ressortisse
plutôt à la peur qu'à la conscience critique, ce qui, en tant que style flamboyant, continue d'être l'objet d'un discrédit, peut, selon le degré de la chose qui doit être présente, être hautement adéquat et objectif. Même lorsqu'on recherche la modération, l'inexpressif, la discipline et le moyen terme, il faut les réaliser avec une énergie extrême. Le milieu indifférencié et médiocre est aussi mauvais que l'arlequinade et l'excitation qui s'amplifie de mesurément par le choix de moyens non appropriés. Plus l'œuvre est articulée, plus sa conception s'exprime à partir d'elle. La mimésis reçoit du secours à partir du pôle opposé, tandis que la catégorie de l'articulation, corrélativement au principe d'individuation, ne fut réfléchie qu'à l'époque contemporaine. Elle exerce rétrospectivement sa puissance, même sur les œuvres plus anciennes. Leur qualité ne peut être isolée du cours ultérieur de l'histoire.